Gaétane Collard n'aime pas revenir devant l'hôpital de Sept-Îles. Ce lieu est à jamais associé pour elle au souvenir de son frère, étendu au sol, sans vie. Il y avait un visage qui me disait tout de suite « Martin ne vit plus ». Le cœur de Martin s'est arrêté pendant que 2 agents de la Sûreté du Québec tentaient de le maîtriser. Ni le coroner, ni l'enquête indépendante qui a suivi n'ont condamné l'intervention policière. Mais la famille a des doutes. Ils ont osé nous dire au début qu'il était en overdose, puis c'est un overdose qu'il a fait. Puis moi, je me disais, ça n'a aucun bon sens. Je veux pas qu'il ait dire, en gros, c'est juste la part des policiers, c'est juste la part de l'hôpital. Il y avait toute chose qui s'est passée du début de son histoire à aller que Martin soit dans un lit d'hôpital intubé, là. Puis je peux pas imaginer encore, aujourd'hui, après 6 ans et demi, que mon frère est décédé comme ça. Martin est un bon vivant, mon comique, mon clown, tu sais. Martin Collard, 36 ans, vient d'une famille tricotée serrée. Il était proche de sa sœur Gaétane. Les deux se parlaient presque tous les jours. Il prenait soin de moi, même si c'était le petit frère. Tu sais, le matin, il venait me porter quand il travaillait pas. Le matin, il venait me porter mon petit café. Au moment des faits, Martin mène une vie tranquille. Travaille depuis 10 ans pour la compagnie minière IOC. Mais il vient de rompre avec son ami de cœur. Il y avait de la peine cette fin de semaine-là. Extrêmement. Extrêmement. Très grosse peine d'amour. Très grosse peine d'amour. Mon frère, il prenait ça à cœur. Comme il traverse un moment difficile ce soir d'octobre 2015, Gaétane et sa tante Thérèse passent la soirée avec lui. Il dit, mais c'est parce que j'attends juste que vous partez pour barrer ma porte, puis me coucher, puis dormir. Puis demain, bien là, on se reverra tout le monde ensemble. Fait qu'on a dit... on a parti à la rue, moi et ma tante, puis on a dit, ben, tu sais, il est correct. Puis, en pleine nuit, le téléphone sonne chez Gaétane. Quand j'ai vu le numéro, j'ai fait « Ah, OK ». Fait que là, c'est Martin qui est au téléphone. Je lui demande « Ça va-tu, Martin? » « Non, ça va pas vraiment. T'es où? T'es où? » Martin est dans un bar rue Brochu. Il a consommé de la cocaïne et se sent mal. Je dis « Martin, Brochu. » Dans ma tête, c'était comme proche de la mer. « Martin, t'es pas suicidaire, hein? T'es-tu suicidaire? » « Non, je suis pas suicidaire pantoute, je suis pas suicidaire. » Martin se plaint de palpitations. Sur le conseil de sa sœur, il part à pied vers l'hôpital. Il me dit « Gaétane, est-ce que tu me juges la tête de ta fille, de la petite, que je vais vivre si je vais à l'hôpital? Que je vais vivre? » Je suis là. « Ben oui, Martin. Martin, c'est certain, ils sont là pour t'aider. Ça va juste bien aller. Mais j'ai quand même promis que le monde était là pour l'aider. Qu'il allait vivre. Parce qu'il voulait vivre, Martin. Il avait une joie de vivre, puis... Pauvre Martin. Pour décortiquer la suite des événements, nous avons fait appel à 2 experts. Le détective Charles Dempsey a travaillé 30 ans au service de police de Los Angeles. Il est un pionnier en Amérique du Nord dans la formation des policiers en intervention de crise. Michael Arruda, ex-policier au SPVM pendant 25 ans, aujourd'hui formateur, est un des très rares experts reconnus dans ce type d'intervention au Québec. L'élément clé est cette vidéo captée par la caméra de surveillance de l'hôpital. La famille a mis des années à l'obtenir dans le cadre d'une poursuite qu'elle a entreprise. Allons-y. Aux alentours de 4 heures, alertés par le bruit, des employés découvrent Martin devant la porte principale au lieu de celle de l'urgence.
Alors, Martin arrive de la rue Évangeline, il se présente là. L'urgence est ici. On peut présumer qu'il cherche un endroit pour entrer. Une infirmière demande à Martin de contourner le bâtiment pour se rendre à l'urgence. Gaétane est toujours au téléphone avec lui et capte une partie des échanges. Fait que là, je me dis, comme ça, c'est du personnel ou quelque chose, je me dis, ils vont l'aider. Martin gesticule, crie, dit que l'hôpital va exploser et commence à enlever son pantalon. Combien de personnes qu'on sait qui crient à 4 heures du matin, qui est en train de se déshabiller au milieu de la rue, qui effectivement tient des propos incohérents, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est pas ton criminel typique, c'est quelqu'un qui est en détresse. À 4h06, on voit l'infirmière qui décide de faire appel à la police. C'est le premier point tournant de la soirée. She calls the police at about this time. She's right in between the two doors. So my first question is, why are they calling the police? He's there for help, and then the police show up. So now in his mind, that changes the dynamic completely. L'appel à la centrale décrit une personne en détresse psychologique. Blanc, 5 pieds 8, gilet noir, cellulaire, casquette, probablement plus de pantalon. Avec le peu d'informations qu'on a, déjà, on le sait qu'on s'en va dans une intervention ou un appel pour une personne en détresse. On le sait que c'est pas quelque chose qui met la danger. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dérangeant plus que dangereux? On est en train de déjà faire des scénarios. Pendant que les policiers sont en route, les employés parviennent presque à convaincre Martin d'entrer de son plein gré, selon ce que nous a affirmé au moins une des personnes qui étaient sur place. À ses yeux, Martin n'avait rien de menaçant. Mais la tension augmente subitement quand 2 agents de la sûreté, un homme et une femme, arrivent sur les lieux. Martin est toujours au téléphone avec sa tante Thérèse qui a pris la relève. Martin a dit, je l'entendais, « Ma tante, les policiers, j'ai rien fait de mal. Pourquoi les policiers? » Ils comprenaient pas qu'il ait demandé de l'aide à l'hôpital. Puis les premiers qui voient arriver, c'est les policiers. That's normal for him to become concerned or scared, because that's generally when police come, they're not coming to give you a gift card. Quand il y a une police qui arrive, en temps normal, de façon générale, le taux d'anxiété d'un citoyen qui n'est pas en situation de crise, il y a un stress qui va augmenter. Mais imaginez-vous quelqu'un qui est déjà dans un état de panique. Le policier explique dans des documents de cours qu'il a essayé de jaser avec Martin, mais que celui-ci refuse de dire son nom. Comme s'il se foutait de moi un peu, tu sais, il ne me regardait pas. Especially when somebody is in crisis, we need to be more patient. We need to slow things down. On va essayer de désescalader, ramener la personne dans un état qu'on peut se parler. L'objectif, c'est de rassurer quelqu'un. Une intervention en situation de crise ne dure pas des minutes. Ça peut durer des heures, ça peut durer quelques heures. Mais le policier dit avoir peur que Martin s'enfuit. Il est 4 heures du matin, il n'y a personne sur la rue. On va le laisser promener. Ça prend le temps que ça prend. Il n'y a pas d'urgence d'agir. Bien que des renforts soient déjà en route, sans attendre leur arrivée, un des agents intervient. Il saisit Martin par le bras. C'est quelque chose qu'on enseigne et qu'on dit puis qu'on répète. On ne touche jamais quelqu'un qui est en crise. On ne touche jamais quelqu'un qui est en crise parce qu'on ne sait jamais comment que la personne va réagir. L'intervention policière vient de prendre un nouveau tournant qui sera fatal. Au Québec, au moins le quart des interactions avec la police impliquent des gens dont l'état mental est altéré. Comme pour Martin, drogue et police peuvent devenir un dangereux cocktail. On le sait que ce phénomène-là existe depuis au moins 30 ans. C'est arrivé avec l'affaire Kordic. Le joueur de hockey John Kordic est mort hier soir à Québec dans des circonstances troublantes. Kordic est cet ancien dur à cuire des Canadiens et des Nordiques, mort en 1992 au cours d'une intervention policière musclée.
C'était les premières fois qu'on voit, suite à une intervention policière, avec quelqu'un qui avait consommé, qui est en état de panique et en état d'excitation. On voyait déjà ces symptômes-là, à comment intervenir. Il faut faire attention quand on rencontre quelqu'un qui est dans cet état-là. Revoici Martin, agité et sans son pantalon, en hyperthermie, des signes manifestes d'intoxication. Puis, sans raison apparente, la vidéo s'interrompt. Ça arrivera souvent. Quand elle reprend 8 minutes plus tard, les policiers sont sur place. L'un d'eux saisit Martin par le bras. Puis quand le policier le saisit par le bras, il part à courir, puis il vient jusque-là. Martin s'éloigne à 2 coins de rue, suivi par les 2 policiers. Là, ils vont aller chercher ses effets. Là, ils rentrent avec leurs effets. Le personnel en profite pour rentrer vêtements et chaussures de Martin à l'intérieur. Ils s'attendent manifestement à ce que les policiers amènent Martin à l'urgence. Dehors, Martin s'est arrêté à l'intersection de l'avenue Gamache. Il s'accroche toujours à sa sœur au bout du fil. Je dis, Martin, ça va bien aller, garde. Passe-moi les policiers. Passe-moi un policier, je veux parler à quelqu'un. Gaétane réussit à parler aux policiers et à prévenir qu'elle s'en vient. On s'est parlé, il m'a demandé son nom, je lui ai dit, j'ai dit qu'il était en peine d'amour, j'ai expliqué le tout. Il était triste et il avait consommé. Imaginez-vous l'information que vous venez de me donner. Là, je sais dans quel état. Je connais son nom, son prénom, son nom de famille. Je connais c'est quoi, pourquoi qui est de même, l'élément déclencheur de la crise, rupture amoureuse. Il a consommé de la cocaïne, état mental perturbé. Selon l'expert, le policier rate ici une occasion de créer un lien de confiance. Il redonne le téléphone à Martin. Après ça, flop, plus rien. Comme si... Écoute, il n'a même pas dit merci. Il n'a rien dit. Dans la seconde, dans les 2 secondes, j'ai entendu un cri de mort, de pleurs, de mort. C'est un cri qui reste dans la mémoire. Puis pour moi, c'est là que ça s'est passé. C'est le moment où le policier a essayé de prendre le bras de Martin pour le retenir une 2e fois. Puis, j'ai échappé la prise, dit-il. Il m'a glissé des mains. He wasn't successful at the hospital. I don't know why he thought he'd be more successful grabbing him in the intersection also, especially when he didn't have sufficient resources. Martin repart, les 2 policiers à ses trousses. Amélie Thibault observe la scène depuis son balcon en face. J'entendais quelqu'un qui courait dans la rue, puis des gens qui criaient. Puis on s'est levé, puis c'est là qu'on a vu qu'il y avait un homme qui courait dans le stationnement et il y avait une policière qui courait derrière lui. Elle voulait qu'il s'arrête, qu'il s'immobilise. Puis la personne semblait être plus en panique, puis elle, tout ce qu'elle voulait, c'était s'enfuir. Elle voulait pas s'arrêter, là. Est-ce qu'il avait l'air dangereux, ce monsieur-là? Pas du tout. Pas du tout. Le policier décrit la suite. Martin court en direction de l'hôpital. Il tentait d'ouvrir les portes verrouillées. Je lui ai fait une encolure. La brutalité du geste a suscité ce commentaire d'un témoin qui habitait en face. C'est là que le ton a changé. Le flic s'est mis à lui crier après, puis il s'est jeté dessus en sauvage pour le maîtriser. Quand la vidéo reprend, les 2 hommes sont déjà par terre. On ne sait pas depuis combien de temps. Il y a des jambes qui sont en train de bouger. Il est en mode survie. Il veut se débattre. Il veut sortir de là. Le policier admettra avoir utilisé son poids pour maîtriser Martin au sol en maintenant l'encolure. L'encolure vise à exercer une pression sur les artères carotides pour provoquer une perte de conscience en moins de 15 secondes. Mais sur la bande vidéo, Martin reste conscient. Il tente de se dégager de toutes ses forces. If the carotid hold had been applied correctly, he shouldn't have been kicking his legs. He should have been passed out. Le risque est de bloquer les voies respiratoires. Moi, personnellement, c'est une technique que j'aurais jamais suggéré à qui que ce soit de l'appliquer auprès d'une personne, surtout sur une personne qui est en crise. The fortunate thing is when you do that type of carotid restraint,
After, you know, like a minute or so, 30 seconds to a minute, you start to lose brain function. Martin lutte pendant au moins 2 longues minutes. À 4h20 minutes et 2 secondes sur la vidéo, c'est la dernière fois qu'on voit Martin bouger, puis la vidéo s'interrompt à nouveau. Gaétane n'a jamais raccroché. Elle a déposé le téléphone le temps de se préparer à partir. Quand elle reprend le combiné, elle entend des mots qui la hantent encore. J'entends tout de suite qu'un agent crie à mon frère. « Martin, Martin! » Ça criait, « Martin, nous entends-tu? » Puis que la panique était là. Elle le dit après. Il nous aurait fallu la spume d'un ton plus désemparé. Là, j'ai dit, il y a quelque chose qui marche pas, là. Ça marche plus. Fait que là, vite, clenche la porte, barre la porte. Je pars. La spume, c'est la police autochtone, la seule disponible pour venir en renfort ce soir-là. À leur arrivée, l'un d'eux menotte Martin, toujours sous contrainte. En le retournant, tout de suite, il reconnaît Martin, un ami d'enfance qui vient de son village, et constate qu'il ne respire plus. On entendait le policier qui disait à Martin, « Reste avec nous, lâche-nous pas, Martin. » Puis après ça, la policière, elle s'est aperçue que les gens l'observaient. Puis sentiez-vous beaucoup de tension dans tout Ils ça? étaient paniqués. Là, on vient de se rendre compte qu'il ne respire plus. Oui. On a sauté 2 minutes à peu près. Et voilà. Le policier part rapidement. Ça, c'est un des renforts. Oui. Il s'en va vers l'urgence en espérant trouver de l'aide. Oui. Policière numéro 2 qui est dans un état d'énervement important. On sent Oui. qu'elle est extrêmement inquiète, je pense. Par radio, la policière demande l'aide d'un médecin ou d'une infirmière parce que l'homme n'est plus là. Dehors, on commence les manœuvres de réanimation. Le policier parti chercher de l'aide revient bredouille. Nouvelle interruption de la bande vidéo. C'est là que Gaétane arrive à son tour sur les lieux. Il était couché sur le balcon, en boxeur, sur le ciment, les mains derrière, menotté. Je m'ai mis à genoux. Je voulais être près. Il y avait un visage qui me disait tout de suite, « Il n'y a plus rien, là. Martin ne vit plus. » 4h26, on discerne sur la vidéo qui redémarre la présence de l'infirmière revenue sur les lieux avec un préposé et un gardien de sécurité. Même elle était comme désemparée. Elle dit, « Il n'y a plus rien. » Puis quand elle a dit ça, « Il n'y a plus rien », la policière de la SQ a répondu en panique. Il est en arrêt cardio-respiratoire. C'est un cas de médecin, c'est un médecin qu'on veut. Quand l'infirmière demande l'aide du personnel de l'urgence, on lui répond « On ne sort pas parce qu'on n'a pas le droit. » Alors j'ai demandé à l'agent de sécurité, dit-elle, puis au préposé d'aller me chercher une civière. Puis, par après, on a vu les secouristes qui sont venus avec une civière. Ils ont fait le tour de la porte d'urgence, ils ont passé le garage. Ils sont venus jusqu'en avant. C'est quand ils l'ont bougé pour le mettre sur la civière, elle dit « Je peux pas faire de massage avec des menottes. » Mais ça donne absolument rien de faire des manœuvres avec quelqu'un qui a des menottes dans le dos au niveau respiratoire, de pomper quelqu'un. Ça peut causer plus de dommages que d'autres choses. Martin arrive finalement à l'urgence à 4h34. Dans son rapport, le gardien de sécurité écrit que le médecin a sauvé le patient. Mais Martin a manqué d'oxygène trop longtemps. Il ne reprendra jamais conscience et sera débranché 3 jours plus tard. Celle qui tient la caméra, c'est la fille de Martin. Elle avait 14 ans quand elle a perdu son père, son grand complice. « Je m'ennuie tellement de toi », écrit-elle dans une publication Facebook, surtout de nourrir à tue-tête. Martin gardait son enfant pratiquement seul dans ces temps-là, avec l'aide de son entourage, mais il agissait comme maman et comme papa. Martin, c'était sa vie, c'était sa fille.
« Mon cadeau à moi m'a été enlevé sans préavis et avec force », écrit la jeune fille. « Jamais je me remettrai de ta perte. » La famille Collard reste avec beaucoup de questions. Plusieurs règles de l'intervention de crise semblent avoir été enfreintes sans que personne ne soit tenu responsable. Il y a des procédures dans les guides des pratiques policières qui viennent du ministère de la Sécurité publique. L'objectif, c'est toujours de l'amener à l'urgence sans jamais utiliser la force. Ces procédures, les voici. Une personne en délire agité, comme les agents ont décrit Martin, risque de décéder subitement pendant ou après un effort physique. Il faut privilégier la désescalade, faire appel à des renforts, éviter d'appliquer une pression sur son dos, la placer en position latérale afin d'éviter l'asphyxie. Tout pour ne pas mettre sa vie en danger. It's a medical emergency, so we have to have a plan. We have to figure out how we're going to get him to the emergency room. And you have to have sufficient resources. It's extremely important. If you accelerate control first, then you end up in a situation where the outcomes can be bad, right? Really bad. Mais moins de 10 minutes se sont écoulées entre l'arrivée des policiers et le moment où l'un d'eux décide à lui seul de maîtriser Martin. Ça prend un minimum de 4 à 5 policiers pour qu'on puisse contrôler chacun des membres, c'est-à-dire les jambes, la tête, les 2 bras. Le but, éviter la lutte qui oblige Martin à déployer des efforts physiques dangereux pour son cœur affecté par la cocaïne. Plus de force qu'on met sur l'individu, plus l'individu va se débattre. Plus d'efforts que ça prend, plus qu'il y a un danger que la personne décède par la suite. We're also compressing the person's chest, compressing his ability to breathe, which can exacerbate any potential medical issues. L'encolure, appliquée ici par des policiers en formation, correspond à un niveau de force puissant, habituellement limité aux cas d'agression potentiellement mortelle. The point of a carotid or a bar arm or a chokehold is only to be used as a last resort, okay? And to be used in a situation where it's immediate defense of life. I read the Quebec Provincial Police policies excerpts, and it says last resort. This was by far not his last resort. There are many other tools he could have utilized to gain control. Le policier a considéré que Martin était potentiellement dangereux et qu'il n'était pas capable de le menotter en raison de sa résistance. C'est la résistance pour quelqu'un qui pense qu'il va mourir. Si je pense que je vais mourir, vous allez voir que n'importe qui le citoyen, va se débattre. Le policier n'avait jamais fait d'encolure en 5 ans de métier, ni reçu de mise à jour depuis sa formation initiale. Sa partenaire ne l'avait jamais utilisé non plus en 28 ans de carrière. Au niveau de la désescalade, au niveau de l'intervention de crise, au niveau de la communication, malheureusement, il y a très peu de services de police qui donnent cette formation-là aux policiers. On laisse les policiers patrouilleurs à eux-mêmes, à dire « débrouille-toi, fais qu'est-ce que tu as à faire ». Et malheureusement, c'est des situations qu'on voit. Malgré ces ratés, le directeur des poursuites criminelles et pénales a estimé que les policiers n'avaient pas eu d'autre choix que de maîtriser Martin par la force. Il s'appuie, entre autres, sur l'enquête réalisée par la police de Québec. Cette enquête fait état de ce formulaire où le policier a coché que Martin avait un couteau. Il y avait bien un couteau de pêche parmi ses vêtements, dont il s'est débarrassé rapidement sur le perron de l'hôpital et qu'on a ramassé, rappelez-vous, bien avant que les policiers tentent de le maîtriser. Puis peut-être si on irait voir plus loin, qu'on aurait écouté peut-être d'autres gens qui auraient eu d'autres choses à dire, qu'on aurait peut-être laissé l'histoire un petit peu sortir un peu. La famille se demande pourquoi des témoins comme cet employé qu'on voit observer la scène longuement n'ont pas été rencontrés par les enquêteurs. Amélie Thibault n'a pas été interrogée non plus. J'ai jamais rencontré un policier à ce sujet-là. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'ils viennent vous voir? Bien, ça aurait été en quelque sorte normal, puisqu'on était témoins directs, là.
Le rapport d'autopsie disculpe aussi les policiers en déclarant très improbable que l'intervention policière ait contribué à l'arrêt cardio-respiratoire. Le pathologiste conclut que la cocaïne est la cause du décès. 3 experts médicaux retenus par la famille contestent ces conclusions. Je tiens à vous dire mon total désaccord à cette affirmation. La cause de l'arrêt cardiaque est multifactorielle. La phrase très improbable que l'intervention policière ait contribué de quelque façon est grossièrement trompeuse et erronée. Ces experts sont unanimes. Et si les policiers avaient été moins agressifs, écrit l'un d'eux, Martin serait-il resté conscient? Oui. L'hôpital n'est pas épargné non plus. Si M. Collard avait eu accès aux urgences dès son arrivée, serait-il en vie aujourd'hui? Réponse: oui. I think the hospital failed Martin. I mean, he was on the hospital premises. By interjecting the police into it, we immediately interject the potential for lethal force. Et rappelez-vous aussi que le personnel de l'urgence a refusé de porter secours à Martin alors qu'il était en arrêt cardio-respiratoire, craignant que les assurances n'allaient pas les couvrir à l'extérieur des murs de l'hôpital. Une légende urbaine explique l'infirmière qui est sortie quand même et qui s'est fait dire par des collègues qu'elle n'aurait pas dû. C'était une fausse croyance. Il faut sortir. Je veux dire, quelqu'un a un malaise. C'est pas vrai que tu n'as pas le droit de sortir parce que tu n'es pas assuré. Elle a raison. Les directives du ministère de la Santé sont claires. La responsabilité de l'hôpital envers le patient débute dès que ce dernier entre sur son terrain. Le CI3S de la Côte-Nord a décliné notre demande d'entrevue, mais affirme que Martin a reçu tous les soins requis. Ça aurait dû pas finir de même s'il arrêtait un overdose. Il sauve du monde, surtout si près de l'hôpital. Martin fait maintenant partie des statistiques. Entre 2006 et 2015, 17 personnes sont mortes sous contrainte lors d'une intervention policière. Comme Martin, toutes les victimes avaient consommé des stimulants. 9 fois sur 10, on a conclu que la drogue était l'unique cause du décès. Je pense que la majorité des policiers, incluant ceux qui font des enquêtes, il y a une méconnaissance au niveau de l'intervention auprès des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Et le cas de Martin n'est sans doute pas unique. On va être ici encore dans 5 ans, dans 10 ans, puis tant et si longtemps qu'on n'a pas changé nos façons de faire, que les organismes, les services de police ont pas bien compris, ont pas bien saisi qu'est-ce qu'on devrait faire. Malheureusement, c'est pas un cas unique, il va en avoir d'autres. You're not alone up here. You're not alone. It is a challenge. I said earlier, tragedy brings opportunity for change. So we shouldn't look at this as pointing fingers. We should be looking at this as an opportunity to affect positive change so another Martin doesn't occur. Récemment, le procureur général du Québec a admis qu'en rétrospective, l'intervention policière n'est pas entièrement conforme aux règles de l'art, mais continue d'affirmer qu'elle n'a pas causé de préjudice à Martin Collard. La Sûreté du Québec a décliné notre demande d'entrevue. Je sais que c'était pas voulu, mais ça a mal viré. Ça aurait été tellement simple d'avouer des torts. La mémoire à Martin serait toujours là, mais on n'aurait pas tous ces questionnements, cette tristesse, et à vivre avec ça encore. En poursuivant la police et l'hôpital de Sept-Îles, la famille espère que toute la lumière soit faite sur les circonstances de sa mort. C'est la fin d'une vie, puis il va falloir que ce soit un commencement à d'autres choses. Mais il faut qu'on passe une étape. Il faut qu'on passe ça. Il faut dans notre cœur qu'il soit toujours souriant comme ça.